Bienvenue dans ce premier épisode d'une série de 2. Oui, parce que j'ai décidé aujourd'hui qu'il y avait tellement de questions concernant la préménopause et la ménopause qu'on va diviser en 2 épisodes. Très heureuse de recevoir Dr Gabrielle Landry, qui s'y connaît en la matière. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle est d'une efficacité et a réponse à toutes les questions. Est-ce qu'on met tout sur le dos de la préménopause? Comment on fait pour savoir qu'on est en préménopause? C'est quoi les symptômes? Est-ce que le bioidentique est dangereux? Est-ce qu'on prend la progestérone, l'oestrogène, la testostérone? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment on s'y prend? Alors, voulez-vous des questions? Il y en a beaucoup qui viennent de vous parce que je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Alors, on passe ça dès maintenant et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. On l'attendait, ce balado. Elle est là avec nous. Très heureuse de la recevoir. Dr Gabrielle Landry, salut. Bien, contente d'être là aussi. Je suis très contente de te recevoir. Ça fait, depuis le lancement du balado Le vrai du faux, les femmes me demandent, Marie, quand tu fais un balado sur le sujet? On va aujourd'hui s'attarder sur la préménopause, puis on va faire un autre épisode sur la ménopause. D'entrée de jeu, est-ce qu'on met tout sur le dos de la préménopause ces temps-ci? J'ai envie de te poser la question. Oh my God. Oui, puis non. Tu sais, en voulant dire, on l'a tellement ignoré pendant beaucoup d'années. Puis, tu sais, on en parle beaucoup de la recherche chez les femmes. Les femmes ont été souvent exclues des recherches parce que, justement, les hormones, les fluctuations, ça changeait les données. Tu sais, moi, j'avais une patiente qui me disait, ça me fait rire. Elle disait, moi, j'étudie les souris, mais on exclut les femelles parce qu'à cause des fluctuations, mais là, c'est bien trop compliqué. Arrête! Puis, des fois, le risque de grossesse aussi. Donc, il faut exclure les femmes enceintes. En tout cas, fait tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'étudie pas. Donc, cette grande période, moi, c'est vraiment, tu sais, je trouve qu'on s'occupe bien des femmes enceintes. On a beaucoup de données, d'études, des femmes enceintes, comment ça va bien se passer et tout. Puis après ça, il y a postpartum. Puis là, OK, bon, on sait qu'il y a une drop. Puis là, après ça, on sait que les ovaires sont comme fluctuants. Là, tu sais, il y a une sénescence ovarienne qui se fait jusqu'à la ménopause, mais il y a comme un 10-15 ans que les femmes sont un petit peu laissées à elles-mêmes, tu sais. Puis on sait de plus en plus, on avait des données aussi un peu avant la Y, là, par rapport à, tu sais, tout ce qu'on peut faire comme personne pour améliorer sa santé globale, cardiovasculaire et tout. Mais là, l'étude Y, tu sais, on pourra quand même en parler brièvement, mais tu sais, ça a fait quand même un gros chamboulement, je dirais, là. Mais parle-nous-en de cette étude-là pour les gens qui n'ont jamais entendu parler. On rentre dans le vif du sujet. On est là pour ça. Ben c'est ça. C'est dans le début des années 2000. Tu sais, ils ont pris, c'est vraiment comme une grande étude. C'est la plus grande étude qui a jamais été faite, OK? Puis il y a beaucoup de femmes qui étaient incluses, puis c'était des milliards de dollars d'investissement. Mais c'est sûr que, tu sais, l'argent vient des pharmaceutiques. Fait que c'était des hormones qui étaient synthétiques, comme le Premarin, le Provera. Fait que là, je vais dire ça plus standard, là, parce que sinon, c'est mélangeant. Puis, il y avait des femmes qui avaient des utérus que l'on n'avait pas le choix de leur donner du Provera. Puis, les femmes qui n'avaient pas d'utérus, on donnait juste le Premarin. Okay. Fait que le Premarin, c'était l'estrogène dérivé de l'urine de jument gravide. Donc, tu sais, il y a plein de types d'estrogène là-dedans. Puis, le Provera, c'est ça, c'est une hormone, un progestatif synthétique. OK. Fait que, tu sais, en gros, ces 2 hormones-là, en fait, le Premarin, qu'on a constaté que même le Premarin de l'urine de jument gravide était bénéfique pour les femmes. On a vu plein de prévention. On a vu quand même des bénéfices au niveau des os, au niveau cardiovasculaire aussi. Puis, la seule chose, c'est quand on prenait l'estrogène oral, on augmentait un peu plus le risque de caillot. Fait que c'était plus ça qui venait un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'il y a d'autres façons qu'on pourra parler d'en donner des hormones. Mais quand on rajoutait la progestine synthétique plus pro-inflammatoire, on venait annuler un petit peu les bénéfices du Premarin. Puis au niveau du cancer du sein, qui a été le sujet, là, qui a fait que les femmes ont arrêté. Là. On le sait, là, dans cette période-là, il y avait, je pense, aux États-Unis, ils disaient 40% des femmes qui en prenaient avant ça, parce qu'on voyait avec les études de la prévention cardiovasculaire. Puis là, ça a chuté à 4%. C'était quand vraiment même, comme... Puis les antidépresseurs, les somnifères, tout s'est mis à augmenter après ça. Donc, les femmes, il n'y avait plus leur aide. Puis comme les femmes qui viennent me voir aussi, là, quand ils se font cesser leurs hormones, des fois, ils sont comme, mon Dieu, tu sais, je peux-tu prendre ça tout le temps parce que je me sens tellement bien avec ça? Ben, tu sais, oui, tu peux le prendre si ça te fait te sentir bien. Mais là, avant qu'on aille plus loin, puis on va régler cette question-là, on a sauté plusieurs étapes, mais c'est pas grave, je veux qu'on le règle tout de suite. Ouais. Moi, on m'a prescrit de la progestérone, bioidentique, OK? Et j'ai eu peur de la prendre. Pour toutes ces raisons-là, je sais qu'on parle pas de la même chose, mais on est un peu mélangé dans le synthétique, le bioidentique. T'as envie de me dire quoi ou t'as envie de dire quoi aux femmes qui sont rendues à cette étape-là? Comme je te dis, on a sauté beaucoup d'étapes, on va y revenir, mais tu sais, il y a cette crainte-là de dire, oui, il y a du bon, mais il y a du pas bon, puis il y a possibilité de cancer. Tu sais, il reste qu'on le sait plus, là. On le sait plus.
C'est une question de molécules. En fait, Ouais. c'est ce que tu vas prendre. Parce que bioidentique, c'est vrai que c'est un thème de marketing. Parce que les gens vont Ah. souvent dire ça. Parce que c'est fait quand même en laboratoire, là, mais OK. c'est qu'on recrée la même hormone que le corps produit. OK. Versus synthétique, la molécule, elle est modifiée. Fait qu'elle va pas agir pareil au récepteur. Puis il n'y a pas le même profil de sécurité. Fait que c'est ça qu'on a constaté avec les progestines. Ouais. Puis des fois, même, on lit des études, c'est vraiment spécial, là, l'affaire des progestines, parce que tu lis, puis là, ils disent progestine, puis là, moi, tu te rends compte qu'ils parlent de la progestérone. Même des fois, les chercheurs vont confondre la progestérone micronisée avec les progestatifs synthétiques. OK. Fait que c'est vraiment compliqué de démêler tout ça, mais il faut que tu regardes c'est quelle molécule à la base qui a été utilisée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'études comme la Y avec la progestérone bioidentique, Bioidentique, qu'on exact. appelle, pour pas le nommer, prométrium, parce que c'est celui qui est le plus prescrit et Ouais. qui est remboursé par la RAMQ. Mais on a quand même des bonnes données qui démontrent la sécurité de cette hormone-là, mais on n'a pas l'étude de Je de comprends. même grade qu'on aurait avec l'étude Y, dans le fond. Puis l'étude, mais c'est ça. La progestine, c'était elle qui venait annuler les femmes qui prenaient juste du Premarin. Ouais. Il y avait une diminution du risque de cancer du sein. Puis si on rajoutait la progestine, donc les femmes qui avaient un utérus, ils devaient la prendre. À ce moment-là, là, on venait annuler un peu ces bénéfices-là. Fait que c'est celle-là qui est plus pro-inflammatoire, qu'on aime moins, qui est le Provera, qu'on donne plus vraiment, là, OK. je vous dirais en général. C'est rare que je vois ça, là, les patientes arriver avec du Provera, parce que maintenant, la progestérone, elle a la même structure moléculaire que l'hormone qu'on produit, donc plus sécuritaire, puis elle a plus de bénéfices au niveau du sommeil à cause de son effet sur les récepteurs GABA, puis que le Provera n'a pas, là, finalement. Tu sais, quand je dis que c'est compliqué, c'est un peu bien ça. compliqué. Non, mais c'est un peu compliqué, On mais essaye de retournons non, mais c'est quand même. Retournons à la base. Une femme dans laquelle, peu importe l'âge, je veux pas aller dans les tranches d'âge parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on peut, dans la fin de la trentaine, arriver avec des symptômes et tout, mais tu sais, d'entrée de jeu, j'ai dit, est-ce qu'on met tout sur le dos de la préménopause? Il y a combien de symptômes? Qu'est-ce qui Oh fait my que God. tu dois, ouais, c'est ça, être alerté puis te dire, OK, je débute peut-être ma préménopause? Je dirais que quand tu te sens pas bien, parce que, tu sais, on dit souvent aux femmes, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles, c'est normal d'avoir des SPM. Puis c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont une sensibilité accrue à leur fluctuation hormonale, puis dès qu'ils sont jeunes, dès qu'ils commencent à avoir des règles, ils ont des SPM sévères, puis ils ont tout plein d'autres problématiques. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en plus au niveau des ovaires qui va venir se surajouter. Puis on le voit quand même plus souvent avec les femmes après qu'ils aient eu leur bébé. Fait que c'est pour ça que je parle OK. de la transition un peu entre après avoir eu les enfants. Ouais. Bon, il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais c'est plus à partir de 35 ans, typiquement, là, qu'on va parler de préménopause. Généralement, ou c'est rare à 35? C'est sûr que moi, je suis peut-être un peu biaisée, mais on n'a pas beaucoup de données, là, si OK. je te parle de mais moi, en fait, les femmes le savent pas. Puis des fois, je vais en des soupers avec des amis, puis là, je suis comme, tu dors-tu aussi bien? Tu sais, t'es aussi profond. Tu te réveilles des fois à 4 heures du matin, puis tu as comme l'impression de. En tout cas, ça nous arrive. Moi, il y a tout le temps des symptômes. Moi, je questionne tout le monde. Fait que- Ouais. Mais c'est ça. Je pense que j'ai un biais de sélection parce que les femmes viennent me voir. C'est sûr, quand ils ont des Effectivement, symptômes. ouais. Mais en même temps, plus on en parle, plus les femmes se disent, il me semble que oui, j'ai moins d'énergie qu'avant. Il me semble que j'ai moins envie le soir. J'arrive chez nous, puis je suis donc bien brûlée. J'ai pas envie de rien faire. Puis je comprends là, que oui, on a plus de charges, puis que c'est le moment où est-ce que les femmes travaillent plus. Après 35 ans, on a eu nos enfants, puis souvent, on met les bouchées doubles. Là. On veut continuer à travailler. Mais c'est ça, mais oui, en plus, il y a des enfants à gérer, puis en plus, il y a le conjoint, puis tout le monde a ses besoins, puis on veut couvrir tout. Fait que c'est vrai que, mettons, même chose que si tu as des SPM, puis tu es dans le sud, là, le cortisol, puis le stress, ça interagit avec tout ça. Fait que si on n'avait pas tout ce stress-là qui venait se rajouter, probablement que ça serait moins pire. Hey, Si on avait des habitudes de vie incroyables, tu as le temps de t'entraîner 4-5 fois semaine. on aimerait tout ça. C'est On ça. aimerait, mais c'est pas la réalité. Exactement. Tu sais. Mais comment on fait, tu sais, quand tu dis quand on commence à se sentir mal, tu sais, je pense qu'il y a des catégories de femmes qui ont plus de symptômes que d'autres, mais c'est quoi le mal-être dont tu parles? Tu as évoqué le sommeil, mais tu sais, les fameuses bouffées de chaleur. Moi, là, je pense, en fait, je suis dans ma préménopause. Je n'ai pas de bouffée de chaleur, mais j'ai de la fatigue, j'ai de l'anxiété qui a augmenté dans le temps. Puis, tu sais, j'ai différents symptômes. On dirait que c'est différent pour tout le monde. Oui. Écoute, c'est ça, les plus communs. L'anxiété, c'est sûr que oui. Tu sais, comme la fébrilité interne. Moi, je l'appelle comme ça. Puis, on l'associe un petit peu aussi avec ce déséquilibre-là où est-ce que les ovaires essaient de produire l'estrogène, puis là, ça fluctue. Puis, des fois, on ovule de moins en moins. Puis, à l'ovulation qu'on va produire la progestérone. Puis, la progestérone, c'est plus l'hormone calmante, qui aide à dormir, anxiolytique, diurétique aussi, de là, la rétention d'eau, l'anxiété, l'insomnie. Tu sais, fait on le comprend quand on comprend la physiologie de ce qui se passe avec le vieillissement des ovaires. OK. Mais je te dirais que oui, anxiété, comme tu me parlais, troubles du sommeil, c'est vraiment les plus communs. Troubles du sommeil, est-ce qu'on parle d'insomnie ou de réveil fréquent?
Pour moi, Ben, en fait, c'est toute la même. tout, là, mais il y a des gens c'est plus commun les réveils fréquents. OK. Je te dirais, moi, c'est plus ça que je vois, mais il y a des gens qui ont de la misère à tomber endormis. C'est sûr qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit arrivé Récurrent. dans la 30 à 35 ans. Si tu as de l'insomnie depuis que tu as 18 ans, c'est Ouais, peut-être là, moins hormonal. je comprends. Sinon, la concentration, là, le brain fog, ça, la misère à puis tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se font diagnostiquer des TDAH en préménopause, qui se ramassent avec des psychostimulants. Puis là, je dis: «Tu tout ça avant?» Puis oui, peut-être. Fait que ça se peut que c'était déjà là, le petit TDAH, puis que là, avec le débalancement hormonal, c'était comme ça fait débouler Accentué. tout ça. Sauf qu'il faut j'imagine que là, il faut faire attention, là. Tu peux recevoir de mauvais diagnostics Ah, aussi. c'est sûr. Puis on pense, tu sais, c'est rare que les femmes arrivent avec me voir avec tous les médicaments parce qu'ils ont vu toutes les spécialités. Fait que là, je suis comme, bon, ben, tu sais, puis ça arrive des femmes qui avaient de la fibromyalgie, aussi des douleurs, tu sais, se réveillent des fois le matin. Donc, j'ai mal partout, j'ai des hits, là, tu sais, des tendinites, des bursites. Je vais voir le physio, le chiro. Bon, il n'y a rien qui se passe. Ben, ça, j'ai aussi donné des formations au chiro. Parce que je dis, s'il y a des femmes dans la quarantaine que, à un moment donné, ça répond pas au traitement standard, puis qui sont ces anti-inflammatoires, ça arrive que c'est hormonal parce qu'il y a des récepteurs hormonaux aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, les hormones peuvent aider. OK. Fait que c'est sûr qu'en effet, moi, c'est ça. Comme je te dis, j'ai un biais de sélection. Parce Ouais. qu'ils ont souvent vu le rhumatologue, puis le cardiologue, parce qu'ils ont des palpitations, puis toutes les spécialités que tu as reçues ici, ils ont sûrement vu. Puis après ça, ben, ils viennent me voir, puis là, ben, je suis comme, c'est alléluia, tu sais, c'est hormonal. Parce qu'ils ont pas pensé, puis parce qu'ils se sont fait dire qu'ils sont pas en préménopause parce que les bilans sont normaux. Ben ça là, les points me serrent. J'ai envie de te le dire, puis j'imagine que toi aussi, mais tu sais, soyons réalistes, là, sans entrer dans le sujet du système de la santé, mais tu sais, moi, j'ai fait des prises de sang pour le savoir. Ça a des coûts reliés à ça. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des prises de sang en clinique privée ou peu importe. Qu'est-ce qu'on fait en tant que femme, Gabrielle? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui savent pas trop où aller, qui sont un peu perdues là-dedans? Tu sais, tu dis: «Tu as des symptômes, mais je peux pas faire des prises de sang aux 6 mois, essayer de voir si ma progestérone est correcte avec mon oestrogène, là». Puis c'est de plus en plus challengeant avec la lourdeur que les médecins ont aussi. Tu sais, là, tout ce qui se passe très dernièrement dans les médias, tu sais, les médecins sont à bout aussi, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas formés pour la préménopause. On n'en parle même pas. C'est ça l'affaire. On en parle à peine. Puis la ménopause, c'est une très faible partie d'une sous-spécialité de la gynécologie, là. Tu sais, on s'entend. Et pourtant, mais c'est ça, c'est on 50% passe de la ben oui, population. exact. Fait que ça, c'est ma bataille de tous les jours, là, que je trouve qu'on n'a pas assez d'enseignement, que c'est ça qu'il faudrait. On n'a pas assez de recherche, pas assez d'enseignement. Tu sais, c'est sûr qu'à la base, moi, je regarde souvent là, les bilans qui ont été faits. Là, souvent, il va y avoir au moins une formule sanguine. C'est sûr qu'il n'y a pas d'anémie parce que, tu sais, palpitations, fatigue, on s'entend, c'est la base. Fait que souvent, je vais dire, ben, va voir votre médecin de famille pour faire un peu un bilan de fatigue. Tu sais, ça serait quand même ça. Souvent, les médecins sont un peu plus aguerris peut-être à la fatigue. Il faut regarder la ferritine parce que tu peux avoir une ferritine basse, des réserves en fer qui sont basses, mais pas nécessairement d'anémie. Puis ça peut être des grandes causes de fatigue. Puis les femmes en préménopause, ils se mettent à saigner tout croche aussi, là. Ouais. Donc, c'est vraiment une cause importante à exclure. La thyroïde aussi, tu sais, c'est des bilans très basiques. Mais après ça, tout ce qui est un peu plus spécifique, j'avoue que c'est un peu plus... on est moins formé pour ça. Il faut vraiment aller faire des formations, je te dirais. Là, moi, j'en ai fait un peu aux États-Unis, un peu par des... Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est de la médecine fonctionnelle aussi. Moi, j'intègre tout plein de choses, là, mais c'est quand même des années de formation un peu plus poussée. Ben, il faut aussi, d'ailleurs, surtout si la recherche le démontre et tout. Est-ce que si notre médecin, par exemple, nous dit, ben non, tout est normal, mais tu sais comme femme, tu le sais, tu le sens. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben que en fait, la préménopause, elle pourrait le dire aussi, tu sais, le diagnostic de la préménopause, c'est clinique. C'est pas sérologique. La sérologie peut nous permettre d'exclure certaines causes, puis voir certaines choses dans certains cas particuliers, surtout quand c'est très, très jeune, puis ils n'ont plus de règles, puis là, insuffisance ovarienne, ménopause précoce, choses comme ça. Mais tu sais, c'est ta clinique, c'est comment tu te sens qui fait qu'on pourrait avoir un diagnostic. Mais les médecins, ils le savent pas nécessairement, puis ils vont souvent aller plus vers ce qu'ils connaissent. Donc, antidépresseurs. Puis tu sais, c'est correct, la préménopause, des fois, on en a besoin, là. Moi, je suis pas anti-médicaments, là. Mais c'est ça, le fait que souvent, ils ont déjà tout essayé ça quand ils viennent me voir. La pilule contraceptive aussi, parce que des fois, c'est des fluctuations hormonales qui vont faire qu'ils vont avoir autant de symptômes. Donc, en faisant un anovulant, si tu as besoin de contraception encore à partir de 35 ans, ben ça peut être une option qui est valable. Mais c'est ça, moi, j'ai un peu le rôle de la médecin qui est un peu là pour essayer de trouver d'autres options. Parce qu'ils veulent pas, ils ont essayé des somnifères ou ils veulent pas prendre des somnifères ou des antidépresseurs. La pilule sont comme, je suis vieille, là, je l'ai pris toute ma vie, ça me tente plus. Puis là, on dit, ben là, vasectomie, là, c'est à votre conjoint de s'en occuper, là, maintenant que vous avez eu vos enfants. Puis moi, j'essaie de rétablir ça de manière plus, on pourrait dire, organique, tu sais, en comprenant plus qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, puis de rétablir ça. Mais des fois, c'est challengeant, puis des fois, j'ai besoin de stérilet, puis de pilules. Tu sais, je suis pas juste bioidentique. Mais il faut
comprendre tout ce qui est sur la table, c'est quoi les besoins des patients pour vraiment bien orienter notre pratique. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont moins connus, qu'on voit de plus en plus, qui font partie des symptômes de la préménopause? Oui, c'est drôle parce que je reviens du Menopause Society Conference, là, en tout cas, c'était à Orlando. Puis justement, il y avait une conférence là-dessus, puis je le voyais, puis tu sais, on en parle pas tant, mais tu sais, le tinnitus, tu sais, mettons, les gens qui ont des sibilements dans les oreilles, là, tu sais, constants. Oui. Oui, elle s'appelle un tinnitus. Un C'est tinnitus, quelque chose OK. qui peut être hormonal. Il y a d'autres choses à Je expliquer, pensais bien que tu sûr. me parlais d'un gadget. Non, mais Ça a un on drôle n'est de pas là. nom. Oui, c'est ça. Le Burning Mouth Syndrome, fait que le syndrome de la bouche en feu, tu sais, plus ou moins qui brûle, ouais. La dysgeusie, des gens qui goûtent pas les choses de la même façon. Ils sont comme, me semble, je mange puis j'ai plus rien qui goûte bon. Mais voyons donc. Ça, c'est vraiment, c'est pas, puis le changement d'odeur corporelle, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, c'est un peu le débalancement androgène, hormone féminine, là, qui peut faire ça. Autant que les femmes qui vont se mettre à être en préménopause vont des fois avoir de la pilosité à des endroits qu'ils n'ont jamais eu ou de l'acné, là, parce que c'est un peu le débalancement des hormones. Écoute, il y en a quand même plusieurs, mais pour moi, c'est tellement commun, là. Fait que la libido, mais c'est ça, c'est super commun. Ça, c'est, ouais, exact. Libido, écoute, irritabilité, tout ce qui est dépression, idées noires, vouloir sacrer son camp, mais ça, c'est extrêmement commun. Là. C'est vraiment, tu sais, comme je veux m'en aller 2 semaines par mois, tous les mois, là, je voudrais comme quitter mon travail, quitter mon chum, quitter mes enfants. Ça, c'est la crise de la quarantaine aussi, ou c'est Oui, un mélange ça, de mais tu sais, c'est ça, la crise de la quarantaine, c'est-tu la préménopause, tu sais? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a souvent entendu, dans sa crise de la préménopause, pas de la préménopause, mais de la quarantaine. C'est quoi la crise de la quarantaine, dans le fond? C'est juste qu'on est écœuré à 40 ans? Pourquoi on serait écœuré à 40 ans? Il y a des raisons derrière ça. Faut aller les chercher. Est-ce que tu es satisfaite du fait qu'on en parle un peu plus? Tu sais, le fameux documentaire L'Automéno, on en a parlé beaucoup. On dirait qu'on a ouvert une grande, grande porte. Il reste que ça fait quand même quelques années. Puis encore beaucoup de mythes, je trouve. On en parle encore peu. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on ne débloque pas à ce niveau-là? Aïe, aïe. C'est une grande question. C'est vraiment, tu sais, parce que... En fait, moi, je parle à Dr. Sylvie Demers, on se parle souvent, qui était dans l'Automéno. Puis nous, les avancées qu'on voit, tu sais, qui se passent, on est comme les médecins qui débutent, on est comme wow, tu sais, maintenant on voit dans une conférence qu'ils vont différencier la progestérone des progestérone, on est comme oh my god, c'est une avancée incroyable. Puis eux autres, les médecins que ça fait plus de 30 ans qui pratiquent sont comme on est tellement loin là, parce qu'eux autres ils ont vu le pré-Y, tu sais, ils ont vu tous les cardiologues qui se rassemblaient ensemble pour dire hey, on a tellement de prévention, il faut quasiment augmenter l'observance de nos patientes à l'hormonothérapie parce que c'est bénéfique. Puis après ça, pour les os, on voyait que c'était préventif. Il y a une indication officielle là, de la FDA puis de Santé Canada de prendre de l'hormonothérapie pour la prévention de l'ostéoporose. C'est le seul domaine où on parle de prévention. Mais avant ça, c'était plus. Puis là, après ça, il y a eu l'étude White, puis la chute. C'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on a des petites batailles, l'automéno puis le remboursement des hormones, l'estrogène, c'était comme wow, là. On partait tellement de loin parce que dans nos études de médecine, nous, c'était dangereux. Les hormones, plus tu es exposé à l'estrogène, plus tu as le risque de cancer du sein. Quand c'est le contraire, dans l'étude White, l'estrogène diminue le risque, c'est la progestine. Tu sais, c'est comme si on lit des choses des fois où est-ce que je me dis, mais c'est pas ce que la littérature nous dit, tu sais. Puis pas avec le bon type d'hormone. Tu sais, c'est tellement mélangeant. C'est même pour les chercheurs, même dans les sommités. Tu sais, au congrès que je te parlais, à Menopause Society, il va encore dire progesterone IUD, tu sais, en anglais, en disant progestérone, le stérilet à progestérone. Non, c'est de la progestine. C'est pas la même chose. Puis c'est des sommités mondiales qui présentent dans des congrès. C'est normal qu'on se perd, nous, en tant que non-spécialistes en plus. C'est complexe à comprendre. Puis il faut quand tu lis les études, il faut que tu différencies c'est quoi la molécule qui a été utilisée. Exact. C'est compliqué. Mais quand on consulte, puis on le voit, qu'on est en préménopause, puis qu'on nous conseille, tu sais, à quel point on se dit, on est dans la bonne voie ou pas? C'est des essais-erreurs. Comment ça fait? Tu sais, moi, quand j'ai commencé à prendre la progestérone, j'étais pas sûre au début. J'ai commencé en 14 jours. Après ça, je les prends en continu. Après ça, j'ai arrêté. J'aimais pas l'effet que ça me donnait. Je l'ai vite repris, je te dirais. Non, mais on s'y perd. Là, tu te dis, faut-tu que j'aille faire d'autres prises de sang? Tu sais, je pense que c'est important aussi d'être suivi là-dedans, parce que ça reste quand même des hormones. Oui, mais la progestérone... Tu sais, en fait, moi, mon approche, c'est plus d'aller progressivement, justement, pour voir quelle hormone fait quoi. C'est sûr qu'en ménopause, t'as plus d'estrogène, t'as plus de progestérone, c'est une autre
discussion, là, les 2 on peut commencer, mais tu peux intégrer la progestérone en premier. Moi, j'ai cette tendance-là à ils appellent ça un peu encore là, je parle beaucoup à ma conférence, c'est Ouais. le hormone stacking. Fait que tu vas commencer par une hormone, voir comment ça va avec ça, puis avec une petite dose, puis cyclique. Parce que c'est vrai que si on veut reproduire le cycle, chez la femme, ben on libère la progestérone à l'ovulation, donc c'est 14 jours par mois. Le seul truc, c'est qu'en préménopause, on est souvent pas régulière. Ouais. On peut l'être, c'est pas grave, on peut être en préménopause puis être régulière. Fait que si tu l'es, c'est correct de y aller de l'ovulation jusqu'aux règles, 1 capsule, 2 capsules, on y va progressivement. Mais souvent, les femmes vont me dire au suivi après ça: «Ah, me semble que je dors donc ben bien quand je la prends». Fait que là, je suis comme: «OK, on va essayer de respecter comment le cycle se fait». Donc, on en a plus en phase lutéale, donc les 2 semaines avant les règles. On va en prendre un petit peu moins avant. Moi, je le fais cesser pendant les règles. J'en prends un petit peu moins avant, peut-être 1 capsule du jour 5 à 12. Puis après ça, on peut augmenter graduellement. Puis on trouve la bonne posologie. Puis on voit les symptômes. Souvent, quand on arrive qu'on a besoin d'estrogène, Ouais. les femmes vont me dire: «Non, on dirait que je me poperais là 4-5 pilules de progestérone, Ah puis il y a ouais, plus hein? rien qui fait la job. Genre, mes bouffées de chaleur reviennent, mes symptômes reviennent, j'ai commencé à avoir des douleurs». Là, c'est parce que là, ton estrogène commence à descendre. OK. Puis c'est là que justement, on va introduire graduellement une petite dose, puis on va progressivement. Puis, tu sais, c'est un art, là. Oui, tout à fait. C'est un Pour art vrai, oui. de comprendre quelle hormone fait quoi. Parce que les hormones, des fois, un manque d'une hormone peut ressembler à un manque de l'autre. Ou même chose un excès. Par exemple, trop d'estrogène peut donner mal au sein, mais trop de progestérone aussi. Fait que c'est complexe. Oui, je sais. Non, mais c'est correct, tu nous éclaires sur Ouais. différents aspects. T'as abordé, là, je veux quand même y aller avec des questions qui vont avoir l'air de base, mais quand même, le fait que tes règles sont encore régulières, tu peux quand même être en préménopause. Oui, tout Ça, à fait. c'est une fausse croyance de penser que c'est à partir du moment où tes règles sont plus régulières que tu es en préménopause. Oui, puis même les grandes sociétés savantes en parlent de ça. Fait que, tu sais, c'est vrai, avant, on l'entendait. Puis Ouais. des fois, j'entendais. Parce que moi, j'aime beaucoup faire tous les types de conférences. là. Ouais. Tu sais, autant les conférences plus de médecine fonctionnelle que celles comme le North American Menopause Society. Tu sais, puis tout qui est plus standard pour voir qu'est-ce qui se fait, puis pouvoir prendre un peu le pouls de où Ouais. est-ce qu'on est rendu Mhm. dans l'avancement. Fait que Préménopause. même dans les conférences un peu plus standards, Ouais. ils vont le dire. Là. Tu sais, parce que des fois, je l'entendais, puis je me disais, non, c'est impossible que tu sois en préménopause si tu as des règles régulières. J'ai comme: «Ah, mais tu sais, c'est pas ça que je vois, moi». Ouais. Tu sais, puis là, ça fait que j'aime ça aller creuser pour voir comment est-ce que la société puis les lignes directrices évoluent. Mais Évolue. ça a été quand même assez bien mis tu sais, à niveau. Là, tu sais, non, tu peux être en préménopause quand tes règles sont régulières, puis je l'entends de plus en plus. Là. Fait que La ça, prise de poids. Je veux qu'on démystifie la fameuse question parce qu'on l'entend beaucoup, ça fait peur à beaucoup de femmes. Vrai ou faux, on prend automatiquement du poids quand on tombe en préménopause ou en ménopause? bon. En fait, En fait, on va l'aborder, la ménopause, dans un autre, parce que là, je veux pas qu'on C'est ça. mélange les gens, mais attardons-nous à la préménopause. Est-ce qu'on prend automatiquement du poids? ouais. Écoute, automatiquement, je dirais non en préménopause. En ménopause, c'est différent. Parce que, en tout cas, la baisse d'hormones est associée avec la montée de la FSH, puis on va stocker plus de gras viscéral ou abdominal habituellement quand on perd notre estrogène. OK. OK? Mais au début de la préménopause, on perd plus la progestérone, si on regarde. Tu sais, Mhm. comment est-ce que ça se produit, Ouais. puis après ça, l'estrogène il va fluctuer, puis bon, il va diminuer graduellement. Ce que je vois un peu plus, peut-être plus dans la préménopause un peu plus précoce, c'est que les femmes vont avoir un peu plus d'estrogène que de progestérone. Donc, la progestérone est plus diurétique. OK. Donc, les femmes vont plus avoir tendance à avoir de la rétention d'eau. OK. Ils vont me dire des fois, il me semble que je suis plus enflée, les jambes et tout. OK, fait que ça, c'est peut-être une cause de prise de poids qui est rapide, tu sais, Ouais. la rétention d'eau. Des fois, il va dire, là, quand je commence à avoir mes règles, il me semble que là, Dégonfle. je dégonfle. On dégonfle, voilà, c'est ça, fait que l'expression. ça fait un petit peu, tu sais, préménopause, manque de progestérone. Puis après ça, plus on manque d'estrogène, puis plus ça va être dans le ventre. Le OK. gras viscéral abdominal. De là, le manque d'estrogène un petit peu, puis les études qu'on voit en prévention cardiovasculaire, là, qui est syndrome métabolique, tout, là, je sais pas, je vais pas trop rentrer dans Non, mais quand les même. gros détails. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est quand même commun. Puis là encore, il faut pas oublier, autant que tous les symptômes sont multifactoriels, probablement que les femmes prennent moins de temps pour elles aussi, là, on s'entend. Là, Ouais. les enfants, les porter, à finir de travailler, je La me vois là-dedans charge aussi. Là. mentale. Il faut le mettre dans l'horaire, là, Ouais. du temps pour soi. Oui, se reposer, mais aussi, tu sais, l'exercice, je trouve que ça nous sauve, là. Ouais. En tout cas, moi, ça me sauve. C'est vrai. Non, Avant mais d'arriver ici, tu sais c'est que j'étais vrai. au Pilates. Oui, je le sais, c'est incroyable. J'avais pas le choix d'y aller, oui. tu sais, parce que c'est vraiment quand même si on dit tout le temps, faut vous entraîner et tout, mais moi, je vais souvent dire, tu sais, faites sûr que votre apport en protéines est suffisant, que votre apport en fibres aussi est suffisant. Puis d'avoir au moins, là, 10 000 pas par jour, c'est ce qu'on dit, c'est de marcher sur 10 000 pas. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais d'avoir au moins 3 fois par semaine de 30 minutes de muscu.
Ouais. Tu sais, c'est fini le temps où est-ce qu'on voulait là, être maigre, Non, à non, on l'extrême. n'est plus là. Là, on veut gagner de la masse musculaire. Puis c'est ça qui va nous aider au niveau de la longévité aussi. Là. Tu sais, Ouais. la masse musculaire, c'est relié vraiment avec la longévité. Fait qu'on veut vraiment être forte pour pouvoir augmenter le métabolisme aussi puis survivre à ça. Est-ce que ça peut aider? Souvent, tu as évoqué beaucoup les douleurs musculaires en préménopause. Est-ce que le fait de faire de l'exercice, ça peut aider aussi? Définitivement. Ah, ça, c'est sûr. Puis les douleurs sont où, généralement? Oh my God. Des doigts. Des fois, les femmes vont me dire ça. OK. Mais les tendinites, des bursites, épaules, c'est quand même assez commun aussi. Là. C'est peut-être aussi dû à comment qu'on au travail d'ordinateur Comment et tout, on là, se c'est tient? Oui, ça. posturalement parlant. Écoute, hanches aussi, j'en ai quand même pas mal. Hanches, épaules, honnêtement, partout. Les femmes vont dire justement, je me lève comme une petite. C'est typique, je le demande tout le temps, comme une Ouais. petite vieille de 90 ans. Je le vois plus en ménopause, là, parce qu'il y a OK. vraiment une étude qui a été faite par une orthopédiste américaine là, que je suis, qui démontrait en fait le syndrome musculo-squelettique de la ménopause. C'est vraiment quelque chose. Là. Dans le fond, il y a quand même. Fait que plus en ménopause, je te dirais que ça a été étudié, mais en préménopause, je le constate aussi. Mais OK. c'est un petit peu moins tard. On a parlé d'écoute, on dirait qu'il y a tellement de choses encore qui me. Je veux qu'on revienne sur. Je veux juste qu'on clarifie une chose. On a parlé du bioidentique. Je vais te poser la question très claire. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Je sais qu'on l'a abordé, mais tu sais, clairement, pour les gens qui nous écoutent, qui doutent encore, Ouais. qui ont cette crainte-là, moi, j'en fais partie, tu sais, de dire oui, on le démontre, mais tu réponds quoi? Ouais. En fait, ce qu'on a comme données, Oui. OK, pour l'estradiol. Mettons, je vais commencer parce que, tu sais, bioidentique, on va parler principalement de l'estradiol bioidentique, donc transdermique, sous forme de patch ou de gel. OK. OK? Parce que bioidentique, tu peux l'avoir aussi oral, Oui. comme l'estrace. Là, on peut les nommer, là. Oh, Personne qui va oui. nous chicaner. Non, mais ma progestérone, moi, je la prends en pilule. Ben, c'est ça, Prométria. C'est ça. OK? Parce que c'est plus facile pour les patientes puis pour les personnes qui nous écoutent Ouais. de savoir c'est quoi la molécule. Oui. Donc, estrace en comprimé, super sécuritaire. Moi, j'en prescris aussi beaucoup pour les femmes transgenres à des super grosses doses. Puis on OK. le sait, ce qui est intéressant aussi à parté, on va essayer de ne pas se perdre dans le Oh, sujet, oui. mais en médecine transgenre, vu Ouais. qu'on utilise des doses un peu plus élevées parce qu'on veut faire une transition, justement, on va toujours, il n'y a jamais eu une question de prendre du prémarin, du synthétique. C'est toujours du bioidentique parce qu'on sait que c'est plus sécuritaire. OK. OK? Fait que ça, c'est comme un aparté. Même chose pour l'andropause. OK. Donc, estrace, qui est bioidentique, Ouais. en comprimé, passe par le foie. En théorie, mettons, en bas de 60 ans, je trouve ça vraiment sécuritaire. Ça, c'est bien correct. Mais plus on augmente en âge, puis Ouais. plus nos facteurs de risque augmentent. À quel niveau? Au niveau de caillots. OK. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on a peur pour l'estrogène oral. OK? C'est OK. principalement les caillots. Donc, c'est pour ça qu'on va prioriser. Puis, tu sais, quand on parlait aussi des migraines, des fois, Oui. bon. Mais c'est pas une contre-indication. Même les hormones synthétiques, comme le prémarin, les hormones de ménopause, c'est pas une contre-indication avec les migraines. Mais bref, quand tu prends de l'estrogène par la bouche, Oui. passe par le foie, augmente les facteurs de coagulation, augmente un peu le risque de caillots. OK. Fait que c'est pour ça que moi, le plus sécuritaire, en effet, c'est l'estradiol transdermique. Même si je prescris de l'estrace quand même en pilule pour certaines patientes. Bref. Ce qu'on a comme étude chez les femmes qui ont déjà fait des caillots dans le Ouais. passé et ceux qui ont des maladies thromboemboliques. Donc, facteur 5 de Leiden, mutation de la prothrombine. Fait que c'est des conditions qui fait qu'ils sont plus à risque OK. de caillots. On leur donne de l'estradiol transdermique, on n'augmente pas leur risque de caillots. Fait que c'est très sécuritaire. Fait que ça, c'est principalement ça, je te dirais, la peur, là, quand on regarde, Ouais. mettons, parce que l'estradiol, c'est vraiment ça, l'estrogène. OK. C'était plus le caillot. Pour les progestines versus progestérone, c'est plus cancer du sein habituellement. Ouais. OK? Donc, progestérone, micronisée, bioidentique, dans la plupart des études, puis comme je te dis, on n'aura jamais des études comme la WAC. Ouais. Mais les sécuritaires, elles n'augmentent pas le risque de cancer du sein. Donc, c'est pour ça, je te dirais que c'est les plus gros sujets de débat, dans Ouais. le fond. Là. C'est vraiment comme les caillots sanguins, AVC, thrombophlébite, Au niveau de l'estrogène. au niveau de l'estrogène. Et la progestérone. C'est plus cancer du sein qui était la préoccupation. OK. Mais progestérone bioidentique, ce qu'on a comme données, même si c'est pas des études aussi fortes, sécuritaire. OK. On a réglé cette On a réglé question. As-tu quelque chose à dire sur la testostérone? Est-ce que les femmes doivent en prendre et à quel niveau? Tu sais, on dirait que la testostérone, ça nous fait encore plus peur. Mais il y en a qui parlent vraiment des bénéfices. Ouais, À quel point on est rendu là? Qu'est-ce qu'on se dit là? J'imagine qu'il y a des suivis importants à faire avant de commencer à prendre la testostérone. Là. Oui. Moi, c'est intéressant parce que j'ai commencé à prescrire la testo chez les femmes biologiquement nées XX, Ouais. chez l'homme transgenre. Ouais. OK? Fait que moi, j'ai lu la littérature par rapport à la sécurité de la testostérone, même à haute dose.
chez les personnes qui sont biologiquement femmes. Fait que c'est ça qui m'a aussi beaucoup sécurisé quand on a commencé à voir la littérature par rapport à la prescription pour les femmes en ménopause. Maintenant, l'indication officielle, c'est pour le trouble du désir sexuel hypoactif. Fait que quelqu'un qui aurait pas de désir, pas de fantasme, pas de masturbation, tout est vraiment éteint puis ça entraîne une souffrance. OK? Ce que je trouve un peu plate chez la femme, c'est que c'est une hormone qui diminue graduellement dans notre corps. Parce qu'on en a, hein? Non, mais il y a des gens qui pensent que les femmes n'ont même pas de testostérone. On en a même plus parce que ça passe dans la stéroïdogénèse, ça passe par la testo, les androgènes pour faire des estrogènes. On en a plus. Les unités sont pas les mêmes, mais bref. Tout ça pour dire que c'est une hormone qui diminue graduellement dans le corps. Puis dans les années 80-90, il y a des études qui parlaient vraiment du syndrome de déficit en testostérone. Bon, ça a été comme un petit peu exclu, mais bref. Puis, il faut qu'on attende que les femmes soient souffrantes. C'est tout le temps comme ça, je trouve. Bouffées de chaleur aussi. Même chose pour l'hormonothérapie. Comme on avait peur des hormones, il fallait absolument qu'elles souffrent de ces bouffées de chaleur incroyablement. Sans parler des autres bénéfices, le bien-être, la prévention dans certaines... Tu sais, fait que ça, je trouve ça vraiment plate. Fait que moi, je le dis souvent à mes femmes, je dis les indications, les lignes directrices, c'est le trouble du désir sexuel hypoactif. Il faut que vous soyez absolument souffrante de votre libido pour pouvoir en avoir. Malgré que c'est une hormone qui est produite naturellement par le corps, qui diminue dans la trentaine. Bref, je leur explique un petit peu la littérature parce que les femmes, quand ils débutent pour la libido dans la ligne directrice, ils vont voir d'autres bienfaits parce que bien sûr, il y a des récepteurs à la testostérone ailleurs dans le corps. Oui, c'est ça, exact. Fait que les femmes vont me dire, j'ai moins de brain fog, des fois, je suis plus sharp. Il y a des études par rapport à la santé osseuse, santé musculaire aussi. T'sais. Fait qu'il y a plein d'autres bénéfices que les femmes vont me parler. Il y a des femmes qui ne voudraient jamais la cesser, leur testo, qui en avaient vraiment besoin, qui est extrêmement bas. Fait qu'il faut juste après ça le suivre puis être dans une fourchette physiologique, mais tu sais, c'est comme je dis, même les données en supraphysiologique, fait quand on atteint des niveaux plus hauts avec les hommes trans, sont sécuritaires. Fait que pourquoi, j'imagine que pour la femme, à plus petite dose. Bon, écoute, ça reste que c'est une période de vie un peu complexe, un peu compliquée. Comment peut durer la période de préménopause? Tu sais, c'est-tu 5 ans, c'est-tu 3 ans, c'est-tu 10 ans? Est-ce qu'il y a un barème de... Oui. Ils vont parler beaucoup de à peu près 7 à 10 ans, mettons. C'est pas mal ça. Avant la ménopause. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ménopause, moyen 51 ans, donc 7 à 10 ans. Les femmes qui nous écoutent, qui ont des symptômes, qui doutent, qui se sentent mal, qui ne savent pas s'ils consultent ou pas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? En terminant, là, parce que c'est un gros sujet. C'est un sujet qui nous rend des fois dans des états pas super le fun non plus. Mais je veux dire, quand tu te sens pas bien, il faut que tu consultes. Tu peux pas rester comme ça. Puis c'est triste parce qu'il y a beaucoup de femmes que je vois dans ma clinique. Puis c'est sûr que j'ai un petit peu d'attente là, actuellement, mais là, j'ai une équipe qui se met en place. Ça va de mieux en mieux. Mais bref, des fois, je me dis, Colin, si j'étais arrivée quelques mois plus tôt, j'aurais peut-être sauvé cette famille-là. OK, cette famille-là. Ben oui, puis ça me donne un peu des frissons d'en parler parce que les femmes le disent, là, je me reconnais pas. C'est pas moi, tu sais. Wow! C'est pas moi, puis mon chum, il me reconnaît plus non plus, tu sais. Fait que c'est triste quand que j'ai l'impression que je suis comme Colin. Tu sais, puis ils ont essayé là, les traitements traditionnels, ils ont essayé les antidépresseurs, ils ont essayé les somnifères, ils ont essayé de s'aider elles-mêmes, mais c'est ça. Des fois, ils sont en bout de ressources, puis ils ont pas. Des fois, c'est des femmes monoparentales aussi, déjà. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'aide. Wow! Fait que, bref, moi, ce que je dirais, c'est juste, si vous avez besoin d'aide, au moins aller consulter, tu sais, aller en parler. Puis ça se peut que ce soit un antidépresseur, ça se peut que ce soit quelque chose d'autre, en souhaitant que la personne soit quand même à même de reconnaître que c'est des symptômes qui peuvent être dus à la préménopause, puis peut-être vous suggérer la pilule, puis ça peut vous aider. Là. J'en ai plein des femmes qui ont été capables de traverser cette période-là avec la pilule, puis c'est correct. Après ça, c'est vrai que c'est un peu plus cher des fois quand on veut aller investiguer un petit peu plus. En même temps, quand ça fait partie du bien-être, c'est rendu là, c'est des choix de vie. Ouais. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Mais là, tu m'amènes quand même à une autre question. T'as envie de dire quoi aux hommes qui nous écoutent, qui ne reconnaissent pas? Puis je le comprends, ça peut être complexe, là, quand on n'a pas de patience, on a un mal-être et tout. Tu leur dis quoi? Oui. Tu leur dis quoi présent. C'est ça, exact. Si tu avais été là il y a 6 mois, tu comprends? Oui. Parce que c'est ça, souvent, ça s'échelonne sur des... Tu sais, il y a toute l'accumulation probablement avec les enfants. Tu sais, ça change le corps de femme, ça change la famille, ça change la dynamique, ça change le temps que tu vas donner sur ton couple. Fait que c'est plus complexe que juste le débalancement hormonal à ce niveau-là, mais c'est sûr que moi, j'en ai beaucoup des femmes qui viennent avec leur... Parce qu'il y a des hommes que des fois, c'est eux qui prennent le rendez-vous pour eux, là. Tu sais, vraiment, parce qu'ils viennent, parce qu'ils sont comme, tu sais, c'est une... Puis je suis contente quand je vois ça.
Je vous dirais de juste de rester de tenir le fort le temps que cette période-là quand même se traverse, puis d'essayer de trouver des solutions avec elle, puis de prendre du temps pour que vous reconnectiez, parce que c'est quand même la base un petit peu de ce qui va maintenir la famille. Tu sais, c'est ça. Si on perd le contact avec le conjoint ou la conjointe, mais ça peut être quand même un peu plus... c'est une charge de plus aussi pour les femmes, là, tu sais, qui se sentent aussi en plus avec la baisse de libido. Tu sais, la connexion, tout commence à se dégrader graduellement. Là, c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. C'est sûr. Comme un couple. Communication, c'est le meilleur c'est outil. ça. Docteur Gabrielle Landry, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures de la préménopause, mais là, tu nous as donné des bons outils. Merci beaucoup de ta présence. Ça me fait plaisir. Je vais te réinviter pour parler de la ménopause parce que ça, c'est une autre étape de la vie. J'espère qu'on vous a donné plein d'informations. N'hésitez pas à partager parce qu'on a la chance d'avoir une spécialiste avec de l'info véritable. On entend tellement de mythes encore. Je suis un médecin généraliste, par contre, juste pour... OK, mais c'est correct quand même. Qui a une expertise. Qui a une expertise, tout à fait, exactement. Mais merci d'avoir été là et on se dit à bientôt.